Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge tête première dans un décryptage de l'œuvre Pourquoi la guerre aujourd'hui? C'est toujours fascinant de gratter sous la surface des conflits modernes pour vraiment comprendre la psychologie qui s'y cache. Et c'est exactement ce que nous offre ce face-à-face intellectuel historique. Ça donne des clés de lecture carrément étonnantes pour déchiffrer notre actualité géopolitique. Le point de départ, c'est un document exceptionnel, février 2003. À ce moment-là, les tambours de la guerre en Irak résonnent partout dans le monde. Et au milieu de tout ça, on a un débat hyper dense entre deux géants de la pensée contemporaine, Jean Baudrillard et Jacques Derrida, accompagnés du psychanalyste René Major. Ensemble, ils décortiquent la nature même des conflits d'aujourd'hui et on va se dire c'est une discussion qui bouscule complètement nos idées reçues. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on explore d'abord l'héritage d'Einstein et Freud, puis le traumatisme du 11 septembre, l'illusion de la guerre, le droit et l'auto-immunité, pour finir avec la fin de la guerre telle qu'on la connaît. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'héritage d'Einstein et Freud et les racines psychologiques du conflit. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est la filiation historique de toute cette réflexion. C'est fou qu'on y en pense. Il y a une ligne directe qui relie la fameuse correspondance de 1932 entre Albert Einstein et Sigmund Freud à la guerre du Golfe en 1991, aux attentats du 11 septembre et finalement à la crise irakienne de 2003. En 1932, face à une société des nations complètement impuissante, Einstein se pose une question qui donne encore des frissons aujourd'hui. Comment une petite minorité qui cherche seulement le pouvoir politique et économique arrive-t-elle si facilement à enflammer les masses pour les envoyer au sacrifice? Sa conclusion est plutôt sombre. En l'homme vit un besoin latent de haïr et d'anéantir. C'est comme une prédisposition qui n'attend qu'une étincelle pour devenir une véritable psychose collective. Et la réponse de Freud, elle vient appuyer ce constat avec toute la froideur de la psychanalyse. Il explique que nos instincts destructeurs se cachent presque toujours derrière des motifs qui ont l'air super nobles et idéalistes. Ces belles valeurs, finalement, ce ne sont souvent que des prétextes. Freud rappelle aussi une réalité assez brutale. Le droit lui-même est né de la violence brute, et tragiquement, il a encore besoin de la violence pour s'imposer. Passons à notre deuxième point, le traumatisme du 11 septembre, vu comme un défi symbolique radical. Jean Baudrillard arrive avec un concept anthropologique super puissant pour analyser le 11 septembre, le don. Mais attention, on ne parle pas d'un cadeau ici, on parle d'un don empoisonné. Dans l'ordre symbolique, frapper son adversaire de façon à ce qu'il ne puisse même pas répliquer sur le même terrain, c'est l'humiliation absolue. La superpuissance mondiale a donc subi une violence symbolique littéralement impossible à rendre. C'est là qu'on observe un renversement vertigineux de la balance du pouvoir. Historiquement, le maître, c'est celui qui est prêt à risquer sa vie, alors que l'esclave se soumet pour survivre. En allant jusqu'au sacrifice, les terroristes s'approprient la posture du maître. De l'autre côté, la superpuissance qui est complètement obsédée par le concept du zéro mort et qui se cache derrière son bouclier militaire refuse de risquer sa propre perte. Résultat, elle se retrouve, paradoxalement, dans la posture de l'esclave symbolique. Troisième étape de notre parcours, l'illusion de la guerre et le non-événement. Baudrillard lance un thèse carrément radical. Pour lui, la guerre en Irak en 2003, ce n'est fondamentalement qu'une illusion. Qu'il y ait des combats physiques ou non, ça ne change rien. La guerre fonctionne comme un double artificiel, un clone virtuel de la guerre du Golfe de 1991. L'objectif inavoué de tout ça, créer un immense écran de fumée pour masquer l'incapacité de l'Occident à répondre au véritable traumatisme du 11-7. Pour bien illustrer cette idée de guerre préventive, Baudrillard utilise une analogie géniale tirée du cinéma. Le film Minority Report. Pensons-y 2 secondes. Dans le film, la police arrête les criminels virtuellement avant même que le crime soit commis. La guerre préventive, c'est exactement la même mécanique absurde. On applique une sorte de traitement global pour empêcher l'événement d'arriver. On veut dissuader toute menace par la terreur anticipée. En fait, l'action répressive prend complètement la place de la réalité. On arrive à notre 4e point, le droit et l'auto-immunité, ou le retour à la réalité matérielle. Et c'est ici que Jacques Derrida entre en scène pour ramener tout le monde sur Terre. Lui, il refuse complètement cette idée de virtualité de Baudrillard. Pour Derrida, le sang qui coule et les barils de pétrole, c'est d'une matérialité brutale. Oui, on peut virtualiser des images à la télé, mais on ne peut pas virtualiser les morts, ni les appétits pour les territoires et le pétrole. C'est un contraste vraiment frappant entre les deux penseurs. Pour analyser ce qui se passe dans le monde, Derrida emprunte plutôt un concept médical hyper pertinent, l'auto-immunité. En biologie, on le sait, c'est quand un organisme se met soudainement à attaquer ses propres défenses. Transposé en politique, ça décrit un phénomène alarmant qu'on observe encore beaucoup aujourd'hui, des démocraties qui, pour se protéger d'une menace extérieure, se mettent à détruire leur propre liberté fondamentale de l'intérieur. Elles s'attaquent à l'essence même de ce qu'elles veulent défendre.
C'est précisément cette dynamique d'auto-immunité qui précipite le monde dans une crise institutionnelle sans précédent. Derrida pointe le doigt sur la paralysie totale du Conseil de sécurité de l'ONU, qui prit dans des failles qui datent de l'après-guerre. Quand une hyperpuissance décide d'agir toute seule en se foutant du consensus international et qu'en plus elle mélange des arguments de droit avec des intérêts pétroliers, c'est toute l'architecture juridique mondiale qui s'effondre. Ce qui nous mène à notre 5e et dernière section, la fin de la guerre et la mort des concepts traditionnels. Au final, le constat partagé par les deux intellectuels est sans appel. La guerre classique, celle des États souverains qui s'affrontent avec des déclarations officielles et des frontières bien nettes, c'est complètement fini. Le conflit moderne a délaissé le champ de bataille traditionnel. Aujourd'hui, on fait face à une menace fantôme, hyper ambiguë, qui implique des acteurs non étatiques et qui se propage comme un virus. D'ailleurs, même le mot terrorisme a perdu son sens historique. Historiquement, le terroriste luttait pour créer ou libérer un État. Le but ultime, c'était de prendre le pouvoir de l'appareil étatique. Mais avec la nouvelle donne mondiale, cet horizon-là a disparu. Les menaces d'aujourd'hui visent plus à conquérir un État précis. Et ça crée une angoisse globale interminable, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ennemis clairs à identifier. C'est pourquoi Derrida insiste sur un point crucial. Notre vocabulaire géopolitique est en faillite. S'obstiner à parler de guerre conventionnelle face à des réseaux asymétriques, ça prouve juste qu'on ne comprend pas notre époque. Il faut absolument forger de nouveaux concepts pour arriver à décrypter le monde dans lequel on vit. Alors, on se quitte sur cette réflexion. Si les concepts mêmes avec lesquels notre civilisation a toujours défini la violence sont maintenant obsolètes, face à quoi l'humanité se dresse-t-elle véritablement aujourd'hui? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.